dans le silence feutré d'une soirée où le mystère danse à chaque ombre. Une énigme se déploie, tissée d'élégance et de secrets enfouis. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Laisse-toi porter par cette atmosphère subtile, où chaque mot promet une découverte, une vérité cachée. Prêt que... Entrons dans l'histoire. Il était un peu plus de 5 heures lorsque nous arrivâmes, Poirot et moi, devant la grande grille en fer forgé du domaine Way. Le ciel d'automne s'alourdissait d'un voile gris, et un vent discret courait parmi les arbres, soulevant les feuilles mortes dans un murmure que je trouvais aussitôt de mauvais augure. Le manoir, surnommé par les journaux la pagode de jade, dominait le parc avec une solennité presque irréelle. Il ne s'agissait pas, comme je l'avais naïvement imaginé, d'une bâtisse orientale fantaisiste, mais d'un noble hôtel particulier parisien du XIXe siècle, dont l'aile avait été entièrement transformée en une galerie privée d'art asiatique. L'harmonie des lignes, les sculptures délicates au fronton, et surtout les 2 lions de pierre qui encadraient l'entrée principale, lui donnaient une allure à la fois imposante et énigmatique. Poirot, emmitouflé dans son long manteau de voyage, observa les lieux avec ce regard aiguisé que je lui connaissais bien. Il ne dit rien pendant de longues secondes, puis déclara simplement « Voilà, mon ami, une maison qui cherche à dissimuler plus qu'à exposer. » Je souris, croyant à une boutade, mais ses yeux demeuraient sérieux. Une domestique en uniforme de soie grise nous ouvrit la porte avec une révérence discrète. L'intérieur était silencieux, presque trop silencieux, comme si la demeure retenait son souffle. Nous étions attendus pour un séjour de 3 jours. Officiellement, il s'agissait d'un court repos entre 2 enquêtes. Officieusement, Poirot avait reçu une lettre signée d'une certaine Madame Lin Way, qui parlait de soupçons diffus, de tensions familiales et de silence autour d'un objet porteur de malédiction. Un terme que Poirot avait balayé d'un sourire, mais non sans intérêt. C'est dans le petit salon attenant à la bibliothèque que nous fûmes reçus par la famille Way. La pièce, toute en boiseries sombres et en tentures grenasses, semblait retenir la lumière du jour comme un secret jalousement gardé. Les membres de la famille étaient déjà réunis autour du thé, dans un silence de façade. Madame Lin Way, l'hôtesse de notre séjour, se leva à notre arrivée. C'était une femme d'une 60aine d'années, à la beauté froide, à la voix douce mais empreinte d'une autorité certaine. Elle salua Poirot avec un mélange de respect et de soulagement, comme si sa seule présence venait déjà dissiper un danger muet. À ses côtés se tenait son fils aîné, Vincent Way, un homme sec, à l'allure rigide, banquier installé à Londres. Il nous salua brièvement, sans chaleur. Plus loin, adossée au piano, une jeune femme, que l'on nous présenta comme Héloïse, sa cousine, semblait absorbée dans l'observation de ses ongles. Mais j'étais persuadé qu'elle n'avait rien manqué de notre entrée. Son regard oblique vers Poirot trahissait une vive curiosité. Enfin, un dernier invité fit son apparition avec une élégance étudiée. Monsieur Alaric Fontaine, critique d'art, dont l'amitié avec la famille semblait être d'une nature ambivalente. Son sourire était charmeur, mais ses yeux restaient ailleurs. Poirot prit place sans rien dire, observant chacun à sa manière, les gestes, les silences, les regards fuyants. Quant à moi, je notais surtout une chose, personne ne semblait heureux de se retrouver. Il y avait dans cette pièce une tension feutrée, comme si chacun portait un masque trop étroit. Et Poirot, je le savais, n'en perdait pas une miette. Peu après notre arrivée, Madame Way nous proposa une visite de la galerie intérieure, où était conservée la fameuse pagode de jade. Nous la suivîmes à travers un couloir sinueux, aux murs tendus de soie noire,
décorés de calligraphies anciennes et de paravents en lac de Coromandel. Le silence qui régnait là n'était pas vide, il était habité. La pièce principale de la galerie était circulaire, construite selon les principes du feng shui, nous expliqua-t-elle. Au centre, sur un piédestal en marbre blanc veiné de vert, trônait la pagode, haute d'environ 30 centimètres, d'une couleur vert profond, aux reflets presque liquides. Elle semblait irradier une forme de présence. Elle n'était ni effrayante, ni rassurante, simplement impossible à ignorer. Autour d'elle, des vitrines exposaient des statuettes en bronze, des céramiques de l'époque Ming et des encensoirs anciens. Mais rien n'égalait l'attraction de la pagode. Même Poirot, d'ordinaire peu sensible aux objets, la contempla longuement. « Elle ne sourit pas, cette pagode, » dit-il à voix basse. « Elle écoute. » Un parfum léger flottait dans l'air. Un encens au santal, diffus mais entêtant, que je ne parvenais pas à chasser de ma mémoire. C'était la même senteur que dans le petit salon, mais ici, elle semblait concentrée, comme une empreinte invisible. Un détail me frappa. Malgré la valeur inestimable des objets, aucun système de sécurité visible. Madame Wei nous expliqua que la galerie n'était jamais ouverte au public et qu'elle-même conservait la seule clé. Ce soin excessif, cette prudence presque maniaque, renforçait l'impression que cette pagode était bien plus qu'une œuvre d'art. C'était une relique, peut-être même un secret. Le dîner qui suivit fut servi dans une vaste salle, au plafond peint de scènes orientales. Les domestiques circulaient avec grâce, mais je sentais que chacun mesurait ses gestes, ses paroles. Il régnait dans l'air une politesse ciselée, trop ciselée. La conversation dériva sur les voyages, l'art, la Chine ancienne, mais toujours à la surface. Poirot, qui n'était jamais dupe de ces faux semblants, posa quelques questions anodines sur l'origine de la pagode, sur le passé de la famille en Asie. À chaque fois, je notais une crispation discrète, un regard évité, un silence trop long. Héloïse s'exprima peu, mais je surpris plusieurs fois son regard fixé sur Vincent. Non pas avec tendresse, non, plutôt avec une sorte d'animosité contenue. De son côté, Vincent ne s'adressait jamais à elle directement. Quant à M. Fontaine, il semblait jouer un rôle d'amuseur de service, mais ses yeux trahissaient une inquiétude à peine masquée lorsqu'on évoqua le passé familial. Puis il y eut ce moment étrange, lorsque l'un des domestiques renversa une goutte de vin sur la nappe. Le silence qui suivit fut glacial. Vincent fronça les sourcils. Madame Wei détourna le regard, et Poirot, très calmement, observa la scène comme s'il venait de surprendre quelque chose d'essentiel. Lorsque le repas prit fin, Poirot se pencha vers moi et murmura « Mon cher Hastings, ce dîner fut délicieux, mais ce ne fut pas un repas. C'était un théâtre, et je compte bien en lire le sous-texte. » Je n'osais répondre. Moi aussi, je sentais qu'un drame ancien, étouffé depuis des années, n'attendait qu'un frémissement pour ressurgir. Et ce frémissement, j'en étais certain, commencerait avec la pagode. Je me souviens avec une netteté presque douloureuse du moment où nous fûmes appelés précipitamment au bureau de Sir Lin Wei. L'atmosphère, déjà lourde de mystère, se fit soudainement plus oppressante en franchissant le seuil de cette pièce sombre, où le silence semblait figé, comme suspendu à jamais. Là, étendu sur le sol verni, gisait le patriarche, immobile, son visage figé dans une expression d'incompréhension et de douleur silencieuse. Autour de lui, tout paraissait en ordre, sauf une légère trace sur son col, à peine visible, qui trahissait la violence insidieuse de son dernier souffle. Le bureau, décoré avec un goût raffiné, mêlant panneaux de laque noir et objets précieux venus d'Orient,
paraissait étrangement intacte, comme si le meurtrier avait voulu laisser un message énigmatique dans cette apparente perfection. J'observais, fasciné malgré moi, cette scène d'une froideur inhumaine, et ne pus m'empêcher de penser que derrière ce calme trompeur se cachait une tempête d'émotions et de rancune. Poirot, toujours méthodique, prenait note de chaque détail, avec une concentration absolue, son regard perçant semblant sonder l'âme même du crime. Cette découverte allait bouleverser à jamais la quiétude apparente du Jade Pagoda et introduire un jeu d'ombre où vérité et mensonge s'entrelaceraient avec une cruauté implacable. À peine la nouvelle du meurtre s'était-elle répandue dans la demeure que la panique gagna rapidement les convives. Les visages se figèrent, tour à tour, certains tentant de masquer leur effroi derrière une façade de dignité, tandis que d'autres laissaient échapper des murmures nerveux, emplis d'inquiétude et de suspicion. Le jade, si souvent symbole de paix et de sagesse, semblait désormais peser comme une malédiction sur cette famille, pourtant respectable. Je remarquai, entre les regards échangés, cette subtile tension, cette méfiance grandissante qui s'insinuait partout, transformant chaque parole anodine en potentiel aveu, chaque silence en complice. Les rumeurs, rapides et insidieuses, s'enroulaient autour de nous, tels des serpents venimeux, portant déjà leurs accusations voilées vers les membres les plus vulnérables ou les plus ambitieux. Poirot, imperturbable, observait cette scène humaine avec un calme apparent, conscient que ce tumulte était le terreau fertile où germeraient bientôt les vérités cachées. Dans ce climat de peur et d'incertitude, il devenait clair que le mystère du Jade Pagoda ne faisait que commencer, et que le fragile équilibre familial allait être irrémédiablement bouleversé par les secrets que chacun tentait de dissimuler. Lorsque nous fûmes enfin seuls dans le bureau, où reposait le corps sans vie de Sir Lin Wei, j'observai attentivement le visage impassible du patriarche. Poirot, fidèle à son habitude, se pencha légèrement en avant, ses petits yeux brillants d'une curiosité inlassable, scrutant chaque détail avec une précision presque scientifique. Il ne s'attarda pas sur les apparences, mais chercha plutôt à comprendre ce que la scène pouvait lui révéler, d'invisible aux regards moins avertis. « Hastings, murmura-t-il, ce n'est pas la violence qui a emporté notre malheureux hôte, mais la perfidie d'un poison subtil, difficile à détecter. » Il caressa du doigt le bord d'une tasse, encore posée sur le bureau, vide, mais dont le fond semblait avoir conservé une trace imperceptible. Poirot examinait chaque objet avec un soin méticuleux. Le stylo en argent, une lettre à moitié effacée, et surtout ce petit vase en porcelaine bleue, orné d'un délicat motif floral, dont il semblait deviner l'importance. L'empoisonnement nous oriente vers un cercle restreint de suspects, Hastings. Cette substance exotique n'est pas à la portée de tous, et elle révèle un mobile plus profond que la simple querelle familiale. Ces paroles éveillèrent en moi une inquiétude sourde. Quel secret pesait ainsi sur cette maison? Quel lien obscur unissait ce meurtre au mystérieux Jade Pagoda qui trônait dans chaque pièce? Poirot, comme toujours, combinait la logique implacable à une compréhension psychologique fine. Et j'étais conscient que nous n'étions qu'au début d'une enquête aux ramifications complexes. Au fil des interrogatoires et des confidences recueillies, un tableau s'esquissa lentement dans mon esprit. Le passé de la famille Wei, que chacun semblait tenter d'oublier, resurgissait en éclats douloureux et dangereux. Des murmures évoquaient des scandales d'autrefois, des affaires politiques tues et des rivalités passionnelles qui avaient laissé des traces indélébiles. Un ancien domestique
un homme âgé dont la voix tremblante trahissait l'émotion contenue, me confia que 20 ans plus tôt, un héritier légitime avait disparu mystérieusement, jetant une ombre sur toute la lignée. Ce drame, jamais exposé au grand jour, avait fracturé la famille en clans jaloux et méfiants. La trahison d'un ami proche, un nom que Poirot et moi ne tarderions pas à découvrir, était la clé de ce douloureux secret. Ces révélations prirent une tournure encore plus inquiétante à mesure que le Jade Pagoda lui-même apparaissait comme un symbole chargé d'histoire, un témoin silencieux de mensonges et de douleurs enfouies. La lourde atmosphère qui pesait sur le manoir prenait désormais un sens nouveau. Cette enquête dépassait de loin la simple résolution d'un meurtre. Elle était la quête d'une vérité ancienne, un dénouement inévitable aux cicatrices du passé. Dès que nous eûmes l'occasion de nous entretenir avec Lady May, épouse de Sir Lin Wei, je fus frappé par son calme presque glacial, une sorte de retenue qui masquait mal une profonde douleur intérieure. Elle nous accueillit dans une pièce adjacente, ses gestes mesurés, ses yeux d'un noir profond, fixant tour à tour Poirot, puis moi, avec une intensité troublante. Le détective ne perdit pas un instant pour entamer ses questions, sa voix douce mais ferme, cherchant à percer le voile de réserve que la dame érigeait autour d'elle. Lady May parle peu de son mariage, préférant évoquer des banalités sur la gestion des propriétés familiales. Mais il était évident que sous cette façade se cachait une femme rongée par les événements récents. Lorsqu'on aborda la soirée précédant la tragédie, ses réponses se firent hésitantes, marquées par une tension palpable. Elle mentionna une dispute discrète entre Sir Lin et un certain cousin, un incident que personne d'autre ne semblait vouloir évoquer. Le parfum délicat qu'elle portait, une essence subtile mêlant jasmin et bois de santal, s'incrustait dans l'air, presque comme un appel à la compréhension. Ce détail n'échappa pas à Poirot, toujours attentif aux moindres indices. Il nota également une petite cicatrice à son poignet, invisible à un œil distrait, qui semblait témoigner d'un passé tourmenté. Tout au long de notre entretien, l'attitude distante de Lady May fit naître en moi un doute tenace. Cachait-elle un secret que même la mort de son mari n'avait pas réussi à faire éclater? Et si derrière cette élégance froide se dissimulait une part d'ombre que seul Poirot saurait déceler? La conversation se conclut sur une invitation à réfléchir, tandis que je sentais déjà que notre enquête venait de prendre une tournure plus complexe, où rien ne serait laissé au hasard. À peine quelques heures plus tard, ce fut au tour de Charles, le fils unique de Sir Lin Wei, de croiser notre chemin. Fraîchement revenu d'un séjour prolongé en Extrême-Orient, il arborait un air à la fois fatigué et résolu, comme un homme qui revient affronter des démons longtemps laissés derrière lui. Poirot l'accueillit avec une politesse mesurée, mais je percevais dans ses yeux une lueur d'attention aiguë, cherchant à sonder les intentions de ce jeune homme. Charles n'hésita pas à exposer ses projets ambitieux pour l'avenir de la famille, évoquant avec passion ses idées de modernisation des affaires et de réforme sociale, ce qui, à mon sens, tranchait avec la tradition rigide qui semblait régnante au sein du manoir. Pourtant, cette détermination ne faisait qu'accentuer les tensions palpables, notamment avec certains membres plus conservateurs de la famille, dont les regards froids et les murmures à peine voilés trahissaient un rejet profond. Lorsque Poirot aborda les circonstances du meurtre, Charles fut sur la défensive, affirmant son innocence avec vigueur, tout en évitant soigneusement de s'attarder sur certains détails de la soirée fatidique. Ses réponses, parfois évasives, semèrent un trouble certain,
surtout lorsqu'il fut question de sa relation avec son père, marquée par des désaccords anciens et des conflits jamais vraiment réglés. Je ne pus m'empêcher de me demander si l'ambition n'était pas le moteur d'un dessein plus sombre, et si ce retour triomphal n'était en réalité qu'un stratagème habile pour s'emparer de ce qui lui revenait de droit. Cependant, Poirot restait prudent, conscient que ce jeune homme pouvait fort bien être un pion dans un jeu bien plus vaste et sinueux. L'ombre d'un faux coupable planait désormais sur Charles, et notre tâche s'annonçait plus ardue que jamais. Lorsque vint notre tour de questionner Madame Lin, la gouvernante du domaine, une aura d'intrigue nous enveloppa aussitôt. Cette femme à l'allure discrète et aux gestes précis semblait porter sur ses épaules non seulement la lourde tâche de gérer la maisonnée, mais aussi le poids d'un passé soigneusement gardé. Son regard, à la fois calme et scrutateur, ne se laissait pas facilement déchiffrer. Poirot, avec sa finesse coutumière, commença par des questions anodines, cherchant à sonder la moindre faille. Madame Lin répondit toujours avec politesse, mais certains silences, certains éclats de voix retenus trahissaient non une émotion contenue. Lorsque la conversation glissa vers les événements de la nuit du meurtre, elle marqua un léger temps d'arrêt, comme si un souvenir douloureux refaisait surface. J'avais l'impression que derrière ce visage impassible, un océan de secrets et de non-dits menaçait de déborder. Le détective nota avec attention son accent légèrement teinté, révélateur d'un séjour prolongé en terre lointaine, ainsi que les cicatrices fines sur ses mains, vestiges muets d'une vie passée. Il insista tout particulièrement sur ses rapports avec Sir Lin Wei, cherchant à comprendre si une rancune ou une loyauté excessive pouvait expliquer certains comportements. Plus l'entretien avançait, plus je sentais que Madame Lin n'était pas simplement une gouvernante dévouée, mais une femme au cœur d'un mystère profond. Ses réponses, soigneusement calibrées, les omissions subtiles et la retenue dans ses gestes éveillèrent en moi une méfiance sincère. Qui était-elle vraiment? Quel rôle jouait-elle dans cette tragédie? Et surtout, que savait-elle que tous les autres tentaient d'oublier? À mesure que les interrogatoires se succédaient, une toile invisible mais palpable se tissait autour de nous, faite de regards fuyants, de silences pesants et de paroles soigneusement choisies. La famille Wei, malgré son apparente unité, semblait dissimuler des fractures profondes, des rancunes anciennes prêtes à ressurgir à la moindre étincelle. Les conversations de couloir, les échanges furtifs, la manière dont certains évitaient les questions ou détournaient le regard, trahissaient des non-dits lourds de sens. Il était évident que la disparition de Sir Lin Wei avait réveillé des souvenirs douloureux, des jalousies exacerbées et surtout des secrets que chacun cherchait à protéger, parfois au détriment de la vérité. J'observais ces tensions avec un mélange de fascination et d'inquiétude, conscient que ces petites fissures dans la façade familiale pourraient bien être la clé pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Chaque mot, chaque silence, chaque hésitation devenait un indice précieux dans l'enquête. Le Jade Pagoda lui-même semblait presque refléter cette atmosphère, brillant et précieux à l'extérieur, mais fragile et chargé de mystère à l'intérieur. Alors que les ombres du passé s'allongeaient dans la pièce, je sentais que la vérité, bien que cachée, n'était plus très loin. Il ne nous restait plus qu'à dénouer ce réseau complexe avec la patience et la rigueur qui caractérisent les grandes énigmes. Alors que les heures s'écoulaient et que l'enquête avançait, Poirot fit appel à sa légendaire perspicacité pour dévoiler un secret qui dormait depuis 2 décennies. Ce secret, enfoui dans les replis obscurs de l'histoire familiale Wei,
était lié à un événement dramatique survenu en Chine, un passé que tous semblaient vouloir oublier, mais qui, pourtant, éclairait d'une lumière crue le présent trouble du manoir Jade Pagoda. Le détective insista sur la nécessité de comprendre non seulement les faits, mais surtout les silences qui les accompagnaient. Ce secret, mélange d'ambition brisée et de trahison soigneusement dissimulée, ouvrait une porte vers un monde d'intrigues politiques et personnelles, révélant combien les racines de ce mystère étaient profondes. Hastings, comme moi, ne pouvait qu'écouter, captivé, conscient que l'ombre du passé allait bientôt jeter sa lourde ombre sur le cours de notre enquête. Au fil des confidences recueillies, une histoire d'une complexité presque romanesque se dessina. Il fut question d'un héritier légitime disparu, un jeune homme promis à un avenir glorieux, dont la disparition mystérieuse avait déchiré la famille et fragilisé des alliances politiques d'importance. Ce fait, longtemps étouffé par la famille Wei et ses alliés, révélait une trahison cruelle, orchestrée par un ami proche, jadis, en qui la confiance était absolue. Cette trahison avait semé la discorde et la méfiance, fractures que le temps n'avait fait que creuser davantage. Les tensions politiques, qui en résultèrent, s'entremêlaient avec les rancunes familiales, dressant un tableau où l'honneur, la peur et la vengeance se disputaient une place prépondérante. Hastings comprit alors que derrière le meurtre récent se cachait un réseau d'émotions et d'intérêts qui remontait bien au-delà du simple cadre du manoir. Il devint clair que les blessures du passé n'avaient jamais cicatrisé. Les rancunes issues de ce scandale ancien avaient en fait leur nid dans les cœurs, nourrissant jalousie, ressentiment et un besoin tenace de revanche. Ces sentiments inexprimés mais puissants se manifestaient aujourd'hui sous forme de conflits ouverts ou de silences lourds de sens. L'enquête révéla que ces rancunes alimentèrent les mobiles des protagonistes, transformant des querelles anciennes en motivations meurtrières. Hastings, toujours attentif à la psychologie des suspects, observa comment ces émotions guidaient leur comportement, souvent contradictoires, et comment elles tissaient la trame complexe sur laquelle reposait notre mystère. Cette prise de conscience renforça notre détermination à percer les secrets enfouis. C'est un soir, dans le silence presque religieux du bureau de Sir Linway, que je reçus les confidences d'un ancien serviteur, homme âgé dont la voix tremblante trahissait l'émotion accumulée. Ses souvenirs, empreints de loyauté, mais aussi de douleur, révélèrent des facettes oubliées ou ignorées du passé familial, des anecdotes chargées d'humanité et de tragédie. Ce témoignage fut précieux. Il mêlait souvenirs intimes et lourdes vérités, exposant les fractures cachées derrière la façade d'apparente sérénité. Hastings comprit à quel point ces confidences pouvaient influer sur la compréhension globale de l'enquête, apportant des nuances essentielles au récit précédent. Ainsi, le voile se levait progressivement sur une histoire où les passions humaines s'entrelaçaient à des enjeux bien plus grands. Alors que les jours s'égrenaient dans ce manoir empreint de silence et de non-dits, Poirot commença à révéler ce qui m'apparut comme une vérité insoupçonnée. Deux des suspects, jusqu'alors isolés dans leurs propres méfiances et rancunes, étaient en réalité liés par une alliance secrète, tissée dans l'ombre et nourrie par des intérêts convergents. Cette complicité, subtile et presque imperceptible, bouleversa profondément l'équilibre fragile que nous avions cru comprendre. Je vis bien, dans le regard perçant de Poirot, cette satisfaction particulière qu'éprouve un fin stratège lorsqu'il décèle les fils invisibles qui relient les acteurs d'un drame. Il nous exposa alors, avec une précision admirable, comment ces deux personnages avaient œuvré de concert,
dissimulant leurs véritables intentions derrière des façades soigneusement construites. Leur collaboration expliquait nombre de coïncidences troublantes, ces gestes partagés et ces regards échangés, que j'avais jusque-là interprétés comme de simples hasards. Cette révélation ne fut pas sans conséquence sur l'ambiance du manoir. Les soupçons se muèrent en tensions palpables, tandis que chacun, conscient désormais de ce duo intrigant, s'interrogeait sur sa propre sécurité. Poirot, maître incontesté de la psychologie humaine, savait que cette complicité scellait un tournant décisif dans notre enquête, mais il restait vigilant, conscient que les pièges les plus habiles peuvent encore receler des surprises. À peine avions-nous commencé à digérer cette nouvelle que la tragédie frappa une fois de plus. Un second meurtre brutal et inattendu vint jeter une ombre encore plus noire sur cette demeure, déjà hantée par la peur. Cette fois, la victime fut un proche de la famille, un invité de marque dont la disparition accentua la panique et fit exploser les tensions latentes. Les réactions furent immédiates et contrastées. Cris étouffés, regards incrédules, et surtout cette atmosphère suffocante d'incertitude qui s'installa comme un nuage chargé de menaces. Chaque convive devint un suspect potentiel, et les alliances fragiles se délitèrent sous le poids des soupçons. Moi-même, je sentais la montée d'une paranoïa sourde qui rendait chaque mot, chaque geste, potentiellement révélateur ou trompeur. Poirot, fidèle à son calme légendaire, poursuivait ses investigations avec une méthode inébranlable, mais je percevais bien que l'enquête venait d'entrer dans une phase critique où l'urgence et la gravité imposaient une vigilance extrême. La maison n'était plus seulement un théâtre d'ombres anciennes, mais un champ de bataille où la vérité devait triompher au milieu des pièges et des mensonges. La tension dans le manoir s'épaississait à chaque instant, comme un brouillard dense enveloppant chaque recoin de cette demeure désormais, empreinte d'une inquiétude palpable. Chaque regard échangé, chaque mot prononcé, semblait chargé de double sens, d'hésitation camouflée derrière des sourires forcés. Hastings, ici, comme jamais auparavant, perçait les non-dits, les gestes nerveux, les silences pesants qui trahissaient une méfiance généralisée. La maison, autrefois refuge familial, était devenue une scène où la paranoïa se nourrissait de la peur. Au fil des heures, il devenait évident que nul ne pouvait plus se fier à son voisin, ni même à soi-même. La peur qu'un autre pourrait être le traître au sein de ce cercle restreint creusait les fossés entre les personnages. Les alliances se fragilisaient, les accusations silencieuses se multipliaient. Même les conversations les plus anodines prenaient des allures de piège. Il était clair que le mal s'était infiltré bien plus profondément que nous ne l'avions imaginé. Cette atmosphère, oppressante, imposait à Poirot une vigilance accrue. Lui qui, malgré son calme légendaire, ne laissait rien au hasard. Moi-même, je sentais ce poids sourd sur mes épaules, conscient que chaque pas que nous faisions pouvait déclencher une réaction imprévisible. L'enquête n'était plus seulement un exercice intellectuel, mais un combat contre la montée inexorable du doute et de la peur. Au cœur de cette atmosphère électrique, une découverte vint brusquement focaliser notre attention. La précieuse statuette du Jade Pagoda, jusque-là jalousement conservée dans son écrin, sur une étagère du salon, avait été déplacée. Plus troublante encore, elle portait une fracture nette, comme si elle avait été brisée intentionnellement. Ce détail, d'apparence anodin, éveilla immédiatement la curiosité de Poirot. En examinant de plus près les fragments, il remarqua un message codé gravé à peine visible sous la base du pagoda. Ce cryptogramme, complexe
et soigneusement dissimulée, semblait être la clé d'un mystère encore plus profond, peut-être la dernière pièce du puzzle. Poirot, avec sa patience habituelle, entreprit de déchiffrer cet indice qui, il en était convaincu, nous mènerait à la vérité. Cette trouvaille donna un nouvel élan à l'enquête, une direction claire dans le labyrinthe des mensonges et des faux semblants. Le Jade Pagoda, symbole de richesse et de secret, reprenait ici toute sa signification, se faisant messager d'une vérité longtemps cachée. C'était un tournant, un moment où chaque détail comptait, où chaque geste pouvait révéler ce que les mots taisaient. Ce soir-là, le grand salon du manoir Jade Pagoda s'anima d'une tension presque palpable, alors que Poirot, avec son habituel mélange d'autorité calme et d'élégance naturelle, convia tous les suspects à se réunir. Ce fut un moment solennel, où chacun prit place, conscient que la soirée promettait d'être le théâtre d'un dénouement inévitable. Les objets précieux qui ornaient la pièce, notamment la fameuse statuette de jade, semblaient retenir leur souffle, témoins silencieux de cette assemblée chargée d'attente. Hastings, en narrateur attentif, notait chaque expression, chaque frémissement dans l'air. Les regards s'entrechoquaient, certains cherchant à masquer la peur sous un masque de défi, d'autres trahissant un malaise difficile à dissimuler. Poirot, quant à lui, gardait son calme légendaire, observant avec une attention méticuleuse le moindre signe d'inconfort, la moindre contradiction dans les attitudes. La convocation de cette réunion n'était pas un hasard, mais la pièce maîtresse d'une stratégie finement orchestrée, visant à mettre en lumière les vérités enfouies. C'était le moment où les masques allaient tomber, où la vérité, implacable, allait surgir dans la clarté de la raison. La scène était prête, et chacun semblait en comprendre l'importance, conscient que la soirée pourrait changer à jamais le destin de la famille Way. Sans perdre une minute, Poirot commença à interroger chaque personne présente. Ses questions, précises et incisives, mettant à nu les incohérences et les mensonges soigneusement tissés. Il révéla avec une finesse remarquable les failles dans les alibis, les omissions délibérées et les vérités à demi voilées qui jusque-là avaient échappé à notre attention. Chaque personnage, sous le regard perçant du détective, se retrouva face à ses contradictions, obligé de justifier ses actes et paroles. Hastings observa ces moments avec un mélange d'étonnement et d'admiration, conscient que cette mise à nu progressive était la clé pour démêler les chevaux complexes de cette énigme. Au fil des échanges, des secrets jusque-là bien gardés furent dévoilés, éclats de vérité et de mensonges s'entremêlant dans un ballet subtil. Ce dévoilement progressif fit vaciller certaines certitudes, tandis que d'autres éclaircissaient des zones d'ombre. L'atmosphère, lourde d'émotions contenues, révéla alors la profondeur des enjeux personnels et familiaux qui se jouaient. Ainsi, la scène fut posée pour la révélation finale, un crescendo d'intellects et d'émotions, où chaque mot comptait, chaque silence pesait, et où la vérité, aussi délicate soit-elle, devait impérativement triompher. Alors que le salon baignait dans un silence lourd de promesses, Poirot se redressa, avec la majesté tranquille qui lui était propre. Son regard vif balaya l'assemblée, capturant l'attention de chacun, puis il commença à déployer, avec une précision méthodique, la manière dont il avait tissé la toile invisible reliant chaque indice, chaque comportement, chaque secret. Ce fut un moment d'intense concentration, où la logique froide et implacable s'entremêlait avec une compréhension profonde de la nature humaine. Il expliqua comment le moindre détail, un geste maladroit,
une omission, un parfum fugace, avaient guidé sa réflexion. Les indices matériels, tels que la fracture du jade pagoda et le message codé découvert, furent reliés aux tensions psychologiques et aux rancunes anciennes qui émanaient des protagonistes. Poirot fit preuve d'une finesse d'analyse remarquable, mettant en lumière les contradictions et les faux semblants qui avaient jusqu'alors embrouillé l'enquête. Tout au long de son exposé, il tissa avec habileté la complexité des mobiles, des jalousies et des secrets, révélant comment la vengeance, motivée par la honte et les blessures du passé, avait conduit à ce drame funeste. Hastings, comme moi, sentait que chaque mot prononcé rapprochait inexorablement la vérité, tout en éveillant des tensions dans la salle, où certains commençaient à se sentir démasqués. La clarté ou la rigueur de la méthode de Poirot préparèrent ainsi le terrain pour ce qui allait suivre, un moment où le mystère s'effacerait enfin devant la lumière de la raison. Le moment décisif était arrivé. Après avoir exposé sa méthode, Poirot fixa tour à tour chacun des convives, avant de désigner la personne que personne n'avait vraiment soupçonnée. Cette révélation, d'une finesse et d'une justesse remarquables, jeta une onde de choc dans la pièce. Le meurtrier, longtemps caché derrière des masques et des silences, fut démasqué dans toute sa complexité. Poirot expliqua comment ce protagoniste, rongé par la vengeance et la honte familiale, avait orchestré son crime avec une minutie implacable. Les raisons qui l'avaient poussé à agir, mêlant douleur intime et volonté de réparer un affront ancien, prirent corps dans un récit poignant et implacable. Hastings, moi-même, ainsi que les autres invités, fûmes à la fois étonnés et convaincus, tandis que le poids de la vérité retombait sur le manoir. Ce dénouement révéla non seulement l'identité du coupable, mais aussi la profondeur des blessures invisibles qui avaient nourri ce drame. Le silence s'installa, chargé d'une émotion contenue, tandis que chacun prenait conscience des conséquences de cette vérité dévoilée. Le mystère, enfin levé, laissait derrière lui une empreinte durable, mêlant soulagement et mélancolie. Alors que le calme semblait lentement revenir au manoir Jade Pagoda, Poirot prit un moment pour partager ses réflexions les plus profondes sur cette enquête qui venait de se conclure. Selon lui, chaque être humain porte en lui un mélange complexe de faiblesse, de passion et de contradiction. C'est cette richesse intérieure, souvent cachée derrière les apparences, qui façonne nos choix, parfois jusqu'à nous mener vers des chemins sombres et insoupçonnés. Il insista sur la fragilité de l'âme humaine, cette propension à céder aux émotions les plus intenses, qu'il s'agisse de jalousie, de haine ou de désir de justice. Pour Poirot, comprendre ces aspects psychologiques était aussi essentiel que de réunir des preuves tangibles. Il expliqua que c'est en sondant les profondeurs de la conscience que l'on parvient à dénouer les énigmes les plus obscures, car le crime n'est jamais qu'une manifestation extérieure de ses luttes intérieures. J'écoutais attentivement, fasciné par cette approche qui dépassait la simple mécanique policière. Le détective évoquait avec douceur et clarté l'énigme humaine, cette part d'ombre que chacun porte en soi, et qui parfois peut déchirer des vies et des familles. Ses paroles résonnaient longuement dans la pièce, laissant entrevoir la complexité de l'âme et le prix que l'on paie pour ses secrets. Il était évident que ce drame récent trouvait ses racines dans un passé lourd de non-dits et de blessures anciennes. Poirot détailla comment les secrets familiaux, soigneusement enfouis, avaient agi comme des poisons lents, nourrissant rancunes et conflits qui se transmettaient de génération en génération. Ces silences imposés,
loin d'apaiser, avait envenimé les relations et préparé le terrain à la tragédie. Le détective fit preuve d'une sensibilité remarquable en soulignant que ces blessures invisibles, souvent tues par peur ou honte, pèsent parfois plus lourd que les actes eux-mêmes. Il évoqua aussi la difficulté de faire face à ces vérités enfouies, tant elles remettent en question l'identité et les liens affectifs. Hastings prit note, impressionné par cette compréhension nuancée des dynamiques familiales, essentielles à la résolution de l'affaire. Ainsi, l'enquête ne se limitait pas à la recherche du coupable, mais s'étendait à une analyse plus large des souffrances humaines, des mécanismes de défense et des conséquences des secrets qui détruisent silencieusement. Cette prise de conscience offrait une dimension presque philosophique à notre quête de justice. Pour ma part, je ne pouvais qu'observer, avec une certaine mélancolie, combien les relations humaines sont fragiles et complexes. Ce que cette affaire nous avait révélé allait bien au-delà d'un simple meurtre. Elle exposait les failles des cœurs, les illusions sur lesquelles reposent parfois les familles, et la douleur que peut engendrer la perte de confiance. Je méditais sur la justice, souvent imparfaite et lente, qui tente d'apporter lumière et réparation, dans un monde où les blessures restent parfois ouvertes. Nos efforts, guidés par la raison et la perspicacité de Poirot, avaient certes apporté une forme de vérité, mais à quel prix? Cette réflexion s'imposa comme une conclusion douce amère, un rappel de la condition humaine entre espoir et désillusion. Les liens qui unissent les êtres sont à la fois leur force et leur faiblesse, et cette histoire en était un poignant témoignage. C'est avec ce sentiment mêlé de tristesse et d'espoir que je tournai la dernière page de cette enquête. Enfin, le regard se posa sur la statuette de jade, désormais brisée, dont les fragments éparpillés sur le tapis semblaient signifier la fin d'un cycle. Mais cette rupture n'était pas qu'un symbole de destruction. Elle portait aussi en elle la promesse d'un renouveau, la possibilité de reconstruire sur des bases plus solides, débarrassée des ombres du passé. Le Jade Pagoda, gardien silencieux des secrets de la famille Wei, devenait l'image forte d'une histoire qui se termine pour mieux laisser place à l'espoir. Cette pensée, à la fois douce et puissante, enveloppa la pièce d'une lumière nouvelle, discrète mais incontestable. Ainsi se concluait notre récit, avec cette double signification de fin et de commencement, laissant en chacun de nous la trace d'une énigme résolue, mais aussi d'une humanité toujours en quête de paix. Quand les masques tombent et que la vérité éclaire les ombres du passé, il ne reste que le poids des secrets et la fragilité des cœurs humains. Et vous, auriez-vous percé le voile avant que le dernier souffle ne s'éteigne? N'hésitez pas à partager votre pensée en commentaire, à aimer cette histoire, à vous abonner pour ne rien manquer et à la faire voyager parmi d'autres passionnés. Que ce mystère doucement s'éteigne, laissant place à l'écho silencieux de la mémoire.